Frontières. Transfert de l'aéroport jusqu'au centre d'hébergement le premier jour, transport durant le séjour, service per diem et tranche de nourriture, hébergement ou assistance à l'hébergement, assistance de base aux accompagnateurs, souvent c'est la famille, le médecin parfois voyage pour accompagner les patients, payé aux frais du contribuable. Ce qui s'assimile à du tourisme médical, selon le journaliste Alain Foucault. Mais ce n'est pas tout. Vous avez l'accompagnement du patient chez les spécialistes en structure sanitaire de diagnostic et de traitement. Vous avez l'assistance juridique en cas de litige de toutes sortes. Vous avez l'avant-dernier élément, production de rapports médicaux, formalités en cas de mort. Et tout ceci se passe dans l'opacité, comme le déplorait le site sénégalais Enquête Plus en 2016. Entre les passe-droits offerts aux uns et aux autres, les petites magouilles dont profitent certains et le laxisme qui prévaut à plusieurs niveaux de responsabilité, le Trésor public en vient à supporter des charges qu'il n'aurait jamais dû supporter. Tout se fait dans l'omerta. Aucune statistique. Les rares statistiques dont on dispose, ce sont des statistiques de gens qui les font fuiter parfois dans des institutions privées, dans des institutions publiques. Et souvent, la facture est salée. 4,7 milliards au total pour environ 180 millions par patient. 3 000 à 4 000 euros par jour s'il s'agit d'une autorité importante. Cette somme est doublée et on peut atteindre 24 milliards. Cette somme est beaucoup plus élevée en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres des professionnels du secteur, chaque année, les évacuations sanitaires coûtent 50 milliards de francs CFA. Cet argent pourrait construire 2 hôpitaux de référence chaque année dans le pays. Pourquoi le dépenser pour aller faire soigner quelques fonctionnaires et leurs familles à l'étranger, au lieu de l'investir dans un plateau technique local pour en faire profiter tout le monde? Pour Lamine Diédiou, c'est un aveu d'échec des dirigeants africains. Tout cela, je crois, est le résultat d'un abandon de nos élites qui ne se soucient pas trop du sort des populations pour lesquelles elles disent être les gouvernantes. Prenons le cas d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire et candidat à la présidentielle du parti au pouvoir au moment de son évacuation, le 2 mai 2020 en France. Selon Jeune Afrique, il est arrivé à Paris à bord d'un avion de la flotte présidentielle ivoirienne. À l'époque, la France totalisait 131 000 cas de Covid, près de 25 000 décès, avec des hôpitaux débordés et les frontières fermées. Mais malgré tout, il obtient un passe-droit et une exception pour traverser l'espace aérien européen pour un contrôle de santé dans un pays plus contaminé par le Covid que son propre pays. L'éditorialiste burkinabé Zéphirin Poda n'a pas manqué de faire ce constat. Cette sortie, pour ne pas dire cette évacuation illico presto d'Amadou Gon Coulibaly vers la France, nous ramène à cette triste réalité. Les princes qui nous gouvernent auront toujours la possibilité d'échapper au dénuement qu'ils ont créé et entretiennent dans les hôpitaux publics afin de se faire soigner aux frais de la princesse dans les cliniques UP du Nord. Avant d'aller en Allemagne, son successeur, Ahmed Bakayoko, avait lui aussi été évacué en France à bord d'un avion de la flotte présidentielle au lieu de se soigner en Côte d'Ivoire. Le sociologue Lamine Diédiou y voit une culture du privilège et un complexe de la classe dirigeante africaine. Nos élites au sommet fonctionnent de façon générale, et ça c'est les vestiges de la colonisation, comme une sorte de caste politique, dont une des fonctions essentielles est de mimer l'ancien colon. L'attitude mimétique, là, le mimétisme qui est caractéristique de nos élites, explique pourquoi on préfère que le patient, le parent, si on est de l'élite, meure en France, plutôt que de mourir en Afrique. Pour le chercheur, il faut casser ce complexe. C'est un véritable combat que nous devons mener ensemble, c'est ma conviction. Et ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Tous ceux qui sont soucieux du progrès de l'Afrique, ils doivent s'impliquer pour dénoncer cette situation et contraindre nos chefs d'État à construire des hôpitaux qui permettent, n'est-ce pas, de soigner sur place les malades qu'on évacue en France, pour lesquels on gaspille beaucoup d'argent du trésor public. C'est exactement ce que tente de faire le Niger. Le pays dépense chaque année plus de 5... Voilà, bon, allez, je m'arrête là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 25 juillet... Que dis-je? Excusez-moi. Nous sommes le 25 août. Voilà, les vacances sont passées par là. Hein, quelques semaines de vacances, voilà, et c'est là, c'est la reprise là. Donc nous sommes le 25 août 2021. J'ai fait cette introduction comme j'ai pour habitude. C'est pour revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire. La marmaille ivoirienne. La marmaille de la politique ivoirienne. Très rapidement, je vais d'abord commencer, parce que je vais aborder plusieurs sujets. Pas beaucoup, hein, je vous rassure. Mais j'allais dire le sujet qui me interpelle directement, c'est la démission de Mamadou Coulibaly. Voilà, je reviendrai. En fait, sa fonction de maire, hein, Mamadou Coulibaly est maire depuis 3 ans à Azaguié, hein, c'est à quelques kilomètres d'Abidjan, une petite commune, voilà. Bon, je reviendrai, parce que c'est le sujet, en tout cas c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, à redémarrer les vidéos après quelques semaines de vacances. Voilà, donc, que dis-je? La marmaille de la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, ce dont il s'agit, c'est, par exemple, je vais parler rapidement hein, de la rencontre entre le président Laurent Gbagbo, qui est rentré en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps,
Et puis, il a été rencontré M. Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, M. Mamadou Coulibaly était contre, voilà, à juste titre. Voilà. C'est-à-dire qu'il aurait fallu exiger des conditions de libération de tous les prisonniers politiques, sans exception. Tous les prisonniers politiques sont plus de 300 en Côte d'Ivoire au minimum. Donc, tous ces gens-là devaient être libérés avant de rencontrer M. Ouattara. Oh, M. Gbagbo, comme d'habitude, voilà. Le jeu du boulanger, voilà. Je vais croire qu'il est plus malin. Bon. Enfin, bon, bref, je reviendrai. Donc, c'est la question qui s'est posée, hein, la rencontre du président Gbagbo avec le président Ouattara. Au final, 78 personnes ont été libérées sur les 110 qu'il a demandé auparavant. Hein, il a fait une liste de 110 personnes. Et finalement, c'est 78 qui ont été libérés par M. Ouattara. Or, même dans les 78, il n'y a pas les militaires. Enfin, je veux dire, les anciens militaires qui ont combattu avec M. Gbagbo étaient dans l'armée régulière. Voyez-vous, ces gens-là sont en prison depuis 2010-2011 pour rien. Voilà, pour rien. Et puis Gbagbo lui-même avait tenu un discours quand il était à rencontrer M. Ouattara en disant que à partir du moment où lui-même il est le chef de file, il est libre, il n'y a aucune raison pour que des gens croupissent en prison depuis plus de 10-11 ans. On est compte pour rien. Hein, des vies brisées, hein, des familles brisées, n'importe quoi. C'est de la dictature, évidemment, qui ne se cache pas. Voilà, voyez-vous. Alors, donc, je disais... sur les 110 personnes demandées par M. Gbagbo, il y a 78 personnes seulement qui ont été libérées. Alors qu'il y a plus de 300 personnes, comme je disais, qui sont des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Bon, alors pour la suite. Donc moi, je suis évidemment de l'avis du président Mamadou Coulibaly, parce que j'ai cru savoir hein, qu'il était contre cette rencontre-là. J'imagine que, évidemment, les conditions n'étaient pas réunies. Voilà, la preuve, regardez. Même il paraît que le président Gbagbo lui-même, ils sont en train de discuter pour l'empêcher, puisqu'il a décidé justement de contourner Afin Guessan. Voilà, j'enchaîne. Hein. Donc sa confrontation avec Afin Guessan qui, a décidé de garder le poste de président de l'FPI, et puis évidemment le président Laurent Gbagbo, avec l'expérience qu'il a, hein, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé une phrase très connue maintenant, qu'il a dit, il y a un caillou que vous rencontrez sur votre chemin, quand vous partez de chez vous, c'est pas ça qui vous intéresse, donc vous le contournez ou vous le sautez, voilà, donc en l'occurrence, il considère que M. Afin Guessan, dans ses agissements, c'est un caillou, donc il a décidé de le contourner en créant, en mettant en place, enfin il a un projet de créer un nouveau parti, voilà. Et j'ai cru même savoir, si je ne me trompe pas, il a des missions qu'il a confiées à Mme Simone Gbagbo. Donc c'est de bonne augure, on va dire. Voilà, pour estimer que politiquement, ils sont tous liés. Même s'il y a une séparation voilà, au point de vue sentimental. Mais tous les deux, ils sont connus. C'était beaucoup plus l'intérêt politique. Hein, donc on est d'accord. Voilà. Alors, donc, voilà, confrontation à Afin Guessan et le président Gbagbo pour la présidence du FPI. Ça, je l'ai déjà dit. Création d'un nouveau parti, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, alors évidemment, Afin Guessan, bon, ça y est, on est en 2021, à un moment donné, tout le monde sait que il joue le rôle qui lui a été imparti par la France et puis par M. Ouattara, voilà. Donc, il fait de l'animation pour emmerder tout le monde, sauf qu'il est tombé sur quelqu'un qui est, comment dire, le président Gbagbo, faire de la politique, c'est comme un poisson dans l'eau. Le seul truc que je lui reproche très souvent et que je maintiens, je dis que c'est dommage qu'il ne s'entoure pas des gens qualifiés, des gens intègres, voilà. C'est ça, son problème. Évidemment, parmi, il y a des gens qui sont intègres, mais il ne les écoute pas toujours. Prenez l'exemple du président Mamadou Coulibaly. Si à l'époque, il avait écouté Mamadou Coulibaly, on n'en serait pas là. Voilà. Et d'ailleurs, le constat que je fais, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui en veulent à M. Mamadou Coulibaly. Des deux bords, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire aussi bien des partisans de Ouattara que des partisans de Gbagbo. Voilà. Hein. Ils en veulent à ce monsieur. Mais moi, personnellement, je sais pourquoi. Voilà. Entre Ivoiriens, on va se le dire. Alors, je vais vous donner mon point de vue, toujours mon sentiment personnel. Je crois que Monsieur Mamadou Coulibaly, comme on dit au pays, il est Dioula. Bon. Donc, en réalité, par exemple, ceux qui sont Dioula, ben, ils le considèrent comme un traître. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est mon point de vue, hein, j'assume. Bon, faut qu'on soit d'accord. Et puis maintenant, du côté de ceux qui sont du côté de Gbagbo, qui ne sont pas Dioula, les BT, les Guéré, les Wobé, les Yakuba, tous les autres ethnies, si vous voulez, voilà, qui sont généralement derrière, qui font bloc derrière le président Gbagbo. Bon, évidemment, il y a une grosse population de l'Ouest, notamment les BT. Bon. Mais eux, M. Mamadou Coulibaly, en fait, évidemment, ils disent aussi, hein, ils soutiennent que il a fait trahison parce qu'à l'époque, ils estiment qu'il a fait très vite allégeance à M. Ouattara, alors qu'il s'est beaucoup justifié sur le propos. C'est un homme intègre, c'est clair. Et moi, je vous dis souvent, je dis, on va essayer de récapituler tous les hommes qui font de la politique en Côte d'Ivoire.
normalement, ce monsieur vient en tête au point de vue intégrité. Et d'ailleurs, M. Gbagbo le sait très bien, parce que quand il a fait défiler, justement pour l'historique, quand il a tenu sa réunion publique là, il n'y a pas longtemps, eh bien, c'était un plaisir pour moi de voir, même si ça peut rester longtemps, mais il y a monsieur Mamadou Koulibaly est apparu dans les photos qui apparaissaient par rapport aux gens qui ont travaillé avec M. Gbagbo. Voilà. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on voit que Afin Guessan, voilà, vous voyez, j'aime toujours, moi, comparer ça. C'est-à-dire que je dis, vous avez d'un côté Gbagbo qui est le père, et puis il a deux enfants. Il y a Afin Guessan d'une part, et Mamadou Koulibaly d'autre part. Et regardez aujourd'hui les dégâts, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'un des enfants, en l'occurrence Afin Guessan, il a décidé, lui, de dire, bon, moi je suis l'héritier principal, donc voilà, je tue le père. Voilà, j'ai décidé de tuer le père. Et il ne se gêne pas, hein, il le dit là, tout le temps, tout le temps. Là maintenant, ça y est, là, le masque est tombé, donc voilà, à volonté, il dit tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il a dans le ventre depuis des décennies. Voilà, donc tout le monde sait maintenant quelles sont ses motivations. Alors que vous avez le deuxième enfant, qui est M. Mamadou Koulibaly, qui lui n'avait pas voulu s'embarrasser avec les histoires d'héritage. Il a décidé d'aller comme un grand, hein, il a créé son parti. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont contre Afin Guessan, c'est ce qu'ils lui reprochent en disant, mais pourquoi tu ne crées pas ton parti, pourquoi tu te maintiens sur le FPI? Bon, il sait pourquoi, voilà. En fait, il torpille le parcours du président Laurent Gbagbo. En fait, le président Laurent Gbagbo, à défaut de le garder parce qu'ils ont vu qu'ils ont été au bout de leur manigance, de leur escroquerie morale, ils ont été au bout, et ben maintenant, ils sont en train de jouer le deuxième plan. C'est le plan B, hein, je pense aux Français en premier, et puis M. Ouattara, compagnie, tout ça. C'est-à-dire que l'empêcher de, comment on appelle ça, reprendre une vie politique normale. Vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, j'ai vu le débat qu'il y a eu, justement. Alors, évidemment, j'enchaîne sur la démission du président Mamadou Koulibaly et dans sa qualité de maire de Azaguié. Bon, je dois dire que c'est partagé. Il y en a qui disent qu'il aurait dû rester maire et puis continuer à assurer sa défense. Et puis il y en a d'autres qui moi je soutiens, que je lui donne raison, en tous les cas, de démissionner. Voilà. Parce que en réalité, les escrocs, les menteurs, les gens de mauvaise foi, ils vont évidemment défendre la thèse de dire oui, mais s'il démissionne, ça veut dire qu'il s'accroche finalement à ses indemnités d'ancien président de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été pendant 10 ans président de l'Assemblée nationale. À ce titre-là, il touche des indemnités. Voilà. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il a reçu tout récemment une lettre de monsieur Hachi, qui est l'actuel premier ministre. Voilà. Tout à l'heure, je ne vais pas oublier les histoires d'évacuation. Parce que, justement, pourquoi je fais le lien? Justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fond, si vous demandez à M. Hachi ou à M. Ouattara et compagnie, surtout M. Hachi, puisque c'est lui qui a fait le courrier, dire oh là non mais on veut faire des économies, et puis aussi en fait ils vont dire évidemment, ils maintiennent qu'ils suivent les tests qui ont été votés en 2005-2006 au moment où même Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale, donc c'est pas quelque chose qui lui est étranger, ce test là il connaît très bien, et puis M. Gbagbo était à l'époque président. Bon, sauf que ce qu'on oublie, enfin moi je tiens à le souligner, c'est que c'est pas le même contexte. C'est-à-dire que quand il était président de l'Assemblée nationale, c'était la France qui avait divisé la Côte d'Ivoire. Donc, il faut toujours prendre les choses dans la réalité. Ce que je dis, comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que les 10 ans de pouvoir de M. Gbagbo n'ont rien à voir avec les 10 ans de pouvoir de M. Ouattara. Voilà. Parce que M. Ouattara a eu 10 ans tranquille. Hein. Là, il a même, dans un troisième mandat, personne ne l'embêtait. Voilà. Et donc, quand on fait la comparaison pour savoir quel est le résultat des courses, quel est le bilan, voilà. Prenez le bilan entre d'un côté se faire emmerder par les Français depuis le début, hein, ça c'est les deux mandats de M. Ouattara, enfin de M. Gbagbo, voilà, et puis là personne ne l'a emmerdé. Alors il dira toujours oui, il y a des soldats qui sont réveillés et tout, mais compare. Est-ce que tu veux comparer les soldats qui se rebellaient pour demander leur solde pendant tes 10 ans de mandat, et puis M. Gbagbo qui lui se fait emmerder par les Français, qui eux par contre ont l'arme lourde, hein, voilà, hein, ils connaissent tout le pays, tout, ils connaissent, voilà. Ça, c'est depuis Houphouët-Boigny. Voilà. Et puis, tous les pays même qu'ils ont colonisés, là. Regardez. Hein, toujours pareil. Hein. Zone France CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Je reprends évidemment mon j'allais dire, mon bâton de pèlerin, naturellement. Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que, au fond, Mamadou Koulibaly, il est craint. Donc il y a eu des débats là depuis à la télévision ivoirienne, sur les chaînes là, et puis ces diplômés là, ces journaleux là, ces soi-disant journalistes ou commentateurs ou éditorialistes et tout, mais quand je les écoute, je me dis, bon, il y avait deux sur le plateau qui étaient à soutenir le professeur Mamadou Koulibaly, c'est les seuls les plus honnêtes, voilà. Les autres sont là
parce qu'évidemment, ils viennent à l'émission pour juste faire de l'animation, et puis ils sont contents d'eux, parce que, voilà, M. Ouattara les surveille, donc il n'est pas question de dire n'importe quoi, et puis bon, la marmaille, évidemment. Donc, il y a un qui a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant, parce que juridiquement, c'est ce qui tient, et il dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ça, c'est très connu en matière de droit. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, il y a eu des premiers ministres avant M. Hachi, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont foutu, puisque M. Mamadou Coulibaly, il est maire depuis 3 ans. Pourquoi ils n'ont pas, dès le début, posté ce courrier-là? Bon, ils n'ont pas fait, c'est une chose. Deuxième chose, c'est pourquoi un effet rétroactif? Non, en réalité, M. Mamadou Coulibaly est craint. Et ce qui m'énerve, moi, enfin, ça m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est ces gens-là, c'est qu'au fond, les partisans de Ouattara et compagnie, ils vont toujours dire qu'ils ne représentent rien. Mais pourquoi s'ils représentent, mais foutez-lui la paix, oubliez-le, laissez-le tranquille. C'est ça je trouve ça extraordinaire. Hein, mais c'est tellement flagrant. Non, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que ce monsieur, pourvu qu'il y ait de la transparence, parce que c'est ce qui manque. Mais oui, la compétition, si elle était transparente, mais évidemment qu'il ne serait pas maire d'Azaguié. Naturellement. Il aurait beaucoup plus que ça. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que, voilà, un gars comme lui, bon, on l'emmerde alors qu'il y a des gens qui sont moins que ça, qui ont beaucoup moins d'intégrité que lui, qui ont beaucoup moins d'expérience que lui, eh bien, ils sont tranquilles, simplement parce qu'ils sont partisans de M. Ouattara. C'est de ça dont il s'agit, hein. Et puis d'ailleurs, j'ai dit, quand j'ai suivi les débats là, ce que je constate, c'est que j'ai dit, en fait, toute leur discussion, à aucun moment, ils abordent la question politique, alors c'est éminemment politique. C'est rien d'autre, c'est pas juridique, c'est politique. C'est clair, hein, si on se veut honnête. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas leur force. Hein. Vous voyez? Et ce à quoi il faisait penser, quand je regardais l'émission, c'était que, en fait, toujours pareil, quand on a des discussions chez nous, en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en l'occurrence, c'est que jamais ils parlent de la France. Alors que la France est numéro 1 en point de vue accusation, enfin, responsabilité. C'est la France qui est responsable de tous nos malheurs. Voilà. Et donc, ils vont avoir des débats pendant des heures qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et jamais, très très rare, jamais, voilà, qui va dire non, c'est la France. Voilà. Et puis là, le débat est clos. Voilà. C'est la France. C'est elle qui est responsable de tous nos malheurs. Et nous sommes là, en fait, de l'animation avec des miettes. Mais oui, c'est ça qui est malheureux. Alors qu'ils ont des diplômes, ils ont fait des études, des longues études. Vous voyez, corrompus, vous vous contentez des miettes, c'est ce que je dénonce tout le temps. C'est incroyable. Vous voyez, donc quand je fais la comparaison, j'ai dit, voilà, lors de ces débats-là, au lieu de parler de M. Ouattara, qui est le numéro 1 à ne pas respecter la constitution ivoirienne, et donc j'enchaîne sur quoi? Ben, sur le budget de souveraineté. C'est-à-dire que, quand je parlais tout à l'heure des évacuations, essayez d'établir, hein, c'est des milliards qui sont dépensés pour ces gens-là qui viennent se faire soigner ici. Et ça, c'est une insulte, et le mot est faible, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des contribuables. Puisque l'argent, c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui appartient à tous les Ivoiriens. C'est de l'argent qui appartient à tous les Africains. Vous comprenez? Donc eux, ils le confisquent, cet argent-là, et puis c'est pour leur bien-être. Mais on méprise, et quand je dis mépriser, le mot est faible là encore, on méprise les peuples africains, francophones surtout, mais à un niveau qui est sans précédent. Mais oui, l'humiliation totale. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent se soigner tranquillement ici, hein, avec des milliards-là, et quand on fait une évaluation, qui a l'air très concrète, on va voir que ils peuvent doter ces pays-là de plateaux techniques. Hein. Les CHU qui existent en Côte d'Ivoire, il y en a d'abord les plus anciennes à Trècheville, ensuite à Cocody, ensuite à Yopougon, ensuite à Bobo, enfin un peu partout. Mais il n'y a rien dedans. Parce qu'évidemment, s'il y en avait, ce serait incompréhensible. C'est parce que quand ils viennent ici, c'est parce qu'il n'y a rien. Donc du coup, le peuple est livré à lui-même. Et ces journaleux-là, ces diplômés-là, au lieu de débattre là-dessus, aller à l'essentiel, mais non. Ils sont dans l'escroquerie aussi, ils sont dans la corruption. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Parce qu'à aucun moment, ils évoquent ça, que M. Ouattara lui-même, il est numéro 1. Hein. Et puis même lors de l'actualité, même aujourd'hui, nous dit quoi? Nous dit que depuis quelque temps, c'est M. Téné Brahima, qui est le ministre de la Défense, qui est venu ici, hein, évacuation sanitaire aussi. Mais lui, il s'ajoute à M. Hachi lui-même, était venu en évacuation sanitaire. Vous voyez? Donc cet argent-là, beaucoup d'argent comme ça, qu'est-ce qu'on a emmerdé M. Mamadou Coulibaly avec des maigres pensions qu'il a, hein? Mais c'est politique, c'est pas autre chose, c'est politique. Vous voyez, ils sont malhonnêtes et en la matière, ils vont rester sur le terrain en disant juridique. Mais si vous restez sur le terrain juridique, mais pourquoi dans ce cas-là, M. Ouattara, le fameux 3e mandat, il n'a pas respecté la Constitution? À aucun moment il respecte la Constitution. J'aborde aussi, par exemple, là, pour le budget, là, comment dire, concernant la souveraineté, un peu de la présidence, on nous dit quoi? J'ai pris quelques chiffres. C'est par exemple 342 milliards de francs CFA, voilà, dont dispose M. Ouattara
pas seulement, parce qu'il y a aussi 100 milliards hein, de plus qui est géré par Brahima, Téné Brahima, voilà, son frère ou son fils, on ne sait pas, voilà, qui est ministre de la Défense. Voilà, il gère ça en plus. Voyez, sans compter aussi Madame Nouvian, c'est-à-dire Madame Ouattara, elle, l'argent public, l'argent des Ivoiriens dont elle dispose, l'argent du Fauboyien, enfin, Fauboyien c'est l'argent des Ivoiriens, mais qu'elle dispose depuis toujours. Vous voyez, il y a tout ça, c'est des audits à faire à volonté. Il y a des expertises à faire à volonté. Mais pourvu qu'on ait des gens comme Mamadou Koulibaly, et c'est bien pour ça même qu'on l'emmerde, parce qu'on sait très bien que ce monsieur, il n'a pas la chance d'avoir, comment on appelle ça, le soutien d'un plus grand nombre. Pourquoi? Parce que justement, il est en avance, mais c'est toujours le problème, c'est malheureux dans l'histoire. Oui. Et Madame Yam, d'ailleurs, a bien expliqué en disant que voilà, il y a beaucoup qui disent comment ça se fait qu'il est plongé dans un mutisme depuis le mois d'octobre 2020, mais simplement parce que justement, celui qu'on pour habitude lui dit qu'il va trop vite, ben, il a décidé de justement faire la pause, et puis vous allez le rejoindre. Vous allez le rejoindre, et quand vous allez arriver, maintenant, il va reprendre le chemin avec vous. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien expliqué par Madame Yam. Bon. J'imagine qu'elle prépare quelque chose là pour... comme d'habitude, je dis, moi, c'est des bazookas. Elle, c'est le procédé chirurgical. C'est clair. Elle va aller dans les détails, évidemment. Donc, M. Ouattara, voilà, 342 milliards. Alors qu'on nous rappelle quoi? On nous rappelle qu'à l'époque, M. Bédier, quand il était au pouvoir, lui, c'était 25 milliards de francs CFA. Alors, on va toujours dire, oui, mais il y a l'évaluation au niveau de la vie. C'est vrai, mais il y a quand même une disproportion. Voilà, c'est disproportionné. Parce que M. Bédier, lui, c'est 25 milliards à l'époque, hein, quand il était président de Côte d'Ivoire. Il disposait de budget comme ça, comment on appelle ça, souveraineté. Et puis, il y a M. Babo, qui, lui, à son époque, pendant les 10 ans de pouvoir, il avait 80 milliards de francs CFA. Hein, 80 milliards. Donc, vous voyez la différence. Bédier, 25 milliards. Gbagbo, 80 milliards. Et M. Ouattara, c'est 342 milliards. Et les chiffres, ça date de 2017. Hein, nous sommes en 2021. Comprenez? Et d'ailleurs, il y a un journaliste français qui a justement dénoncé ça. Hein, je ne sais pas s'il s'appelle Courrier du Continent. Et puis maintenant, ils ont changé de nom récemment. Les Français ont l'habitude. Hein. Mais là aussi, pareil, je vais profiter pour donner mon point de vue. Vous allez voir. Démonstration. En fait, le journaliste fait son article pour dire que voilà, M. Ouattara, entre 2015 et 2017, il s'est octroyé 20 milliards d'augmentation pour son budget. Donc, on monte à 342 milliards. Hein, vous voyez? Bon, je ne suis pas très à l'aise dans les chiffres, mais ce qui est important, c'est le principe. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a compris le principe, après le chiffre, on peut juste se concentrer un peu. Et puis, voilà, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est le principe. C'est soutenir le principe. Et bien entendu. Au fond, M. Ouattara a saisi le tribunal de grande instance à Paris, en France. Bon, toujours pareil, on est en sous-préfecture, hein, on n'est pas indépendant. Oui. Alors on dira oui, mais parce que le journaliste il est en France, donc c'est pour ça que compétence territoriale. Mais il se trouve que la compétence territoriale n'est pas toujours respectée. Moi, mon problème, il est là. Voilà. Parce que si c'était respecté strictement, là, j'ai rien à dire. Il se trouve que non, la plupart du temps, tout se déroule ici. Même quand bien même l'affaire a démarré là-bas au pays, c'est ici que ça se règle. Et comment ça s'est passé? Mais il est humilié. À la française, naturellement, parce qu'ils ont du mépris, même pour les gens qui les servent, hein, pour les dirigeants qui les servent, parce que c'est le fonctionnement même de l'élite française, de l'oligarchie française, parce qu'ils ont du mépris pour le noir. Et c'est pour ça que là, M. Ouattara et tous ceux qui le soutiennent, bon, c'est une leçon à retenir. Mais bon, ils se contentent des miettes, donc c'est pour ça qu'ils vont même pas faire attention à ça. C'est très intéressant. Le tribunal de Paris dit quoi? Il dit que voilà, en fait, M. Ouattara avait dénoncé, il a dit que c'était de la diffamation. En clair, il disait que le journaliste qu'il a écrit, c'est n'importe quoi, les informations données. Et qu'est-ce qu'il dit le tribunal? Le tribunal dit, en fait, il reconnaît, le tribunal de Paris, hein, il reconnaît la diffamation. En revanche, il refuse de condamner le journaliste. C'est à la française. Là, je vous parle en tant que spécialiste de la France. Là, hein, voilà. Donc, je présente Djoubian sur le net et puis spécialiste accessoirement de la France. Voilà. Et bien là, justement, en tant que spécialiste de la France, je comprends toujours, j'ai très bien compris toujours leur fonctionnement. Et ce fonctionnement, c'est juste simplement... ils sont dans une démarche toujours de tenir tout le monde. Ils tiennent d'abord toute la classe politique française, et là, ils tiennent aussi les dirigeants, c'est peu que de le dire, dirigeants africains. Mais là, en l'occurrence, pour M. Ouattara qui milite pour eux à 1200, à 1 milliard pour eux, je veux dire, je dis toujours que quand les Français disent à M. Ouattara, ramenez-nous, monsieur, juste 2 moutons, 2 vaches, lui dit non, je vous emmène la ferme, même le village, je vous envoie tout. En fait, il envoie toujours plus que les Français. Donc, même ça, ils vont l'humilier d'une certaine façon. Parce que là, dans cette affaire-là, eh ben, normalement, d'une chose l'une. Et ça, si c'était l'esprit anglo-saxon, soit il n'y a pas de diffamation, dans ce cas, on dit circuler, il n'y a rien à voir. S'il y a diffamation, eh ben, les journalistes doivent être condamnés. Moi, je ne soutiens pas M. Ouattara. Mais là, en l'occurrence, je me dis, vous voyez, comment ils humilient, ils les ridiculisent. Mais il ne va rien dire, il va avaler son chapeau, et puis, le cas de lui dire. Hein, et puis, en fait, parce qu'il a ses miettes, là. Mais ces miettes, ça représente des milliards, évidemment. Tout est relatif.
Mais en tout cas, moi, je dis des miettes, c'est simplement quand je compare avec ce que gagne la France, avec ce que gagne l'oligarchie française. Voilà, dans le deal qu'il a avec eux. Voilà. Il faut essayer moi, c'est dans ce terme-là. N'importe quoi. Franchement. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. Hein. Ils ont fait des années d'études de tous ces puis ils sont réduits là maintenant à jouer c'est la servitude volontaire. Des minables. Vous voyez? Donc, alors, pour poursuivre. Il y a aussi la question qui porte sur, comment dire, qu'est-ce que j'ai noté? La création du Sénat, voilà. Le Sénat en Côte d'Ivoire, créé, je crois, c'était en 2016. Le Sénat. Alors qu'ici en France, la discussion depuis des décennies porte sur le fait de fermer le Sénat, parce que c'est budgétivore, budget d'Ivoire. C'est beaucoup d'argent qui sont dépensés pour rien. Pour faire plaisir à ses amis. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu, en Côte d'Ivoire, voilà, donc le Sénat, la composition, il y a 99 membres. Alors, 66 sont élus, hein, il y en a un ou deux par région, là. Et puis, il y en a 33 qui sont nommés par M. Ouattara. Bon, République bananière quand tu nous tiens. Parce que même ici, quand il copie la France, mais la France, le fonctionnement du Sénat, le Sénat, c'est une élection au suffrage indirect, c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui vote directement, ce sont les grands électeurs. Mais à aucun moment, le président de la République de France nomme les membres du Sénat. Tu vois. Donc il y a la confusion, mais tout ça est fait volontairement. Et justement, les frères qui ont des diplômes, là, c'est ça qu'il faut dénoncer, mais ils n'ont pas ce courage-là. Vous voyez? Bon, quand on est là-bas sur place, dans ce cas-là, je dis ferme-la, fais pas le malin. Voilà, alors moi, c'est ça. Hein. Ferme-la, fais pas le malin. C'est ça. Voilà, parce qu'on va pas aller t'échelle, vous dites pourquoi tu parles pas, non. Tu dis, moi, j'ai pas envie de parler, puis c'est tout. Mais par contre, quand tu parles, tu dis n'importe quoi, je dis, voilà. En fait, c'est quoi? Pour avoir des miettes, et puis dire n'importe quoi. Hein? Induire les gens en erreur. N'importe quoi. Vous voyez, donc, le Sénat, mais c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés. Beaucoup, beaucoup d'argent. Pour faire plaisir à ses amis. Vous voyez? Et ça, il n'y a aucune transparence réelle pour qu'on sache combien ces gens-là touchent pour leur train de vie, c'est-à-dire on leur paye ils ont même, je crois, ils ont droit à des voyages partout dans tout le monde entier avec le passeport diplomatique, enfin, et des billets d'avion, mais c'est incroyable. Donc tout ça, ça doit être étudié, mis à plat. Eh oui, mais encore faut-il qu'il y ait de la transparence. Encore on est dans des pays qui ne sont pas des pays de droit, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, des gens comme Mamadou Koulibaly, il est malheureux. Et je le comprends complètement. Parce que comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Moi, je suis malheureux, tout comme lui. Dans le sens où, nous qui sommes intègres, hein, qui sommes des gens honnêtes, qui sont vraiment, nous sommes nés, on a ça en nous, le service public. On a ça en nous, servir l'intérêt général. Ce qui n'est pas le cas de tous ces gens-là, ce beau monde-là, des 99% qui font de la politique, qui viennent juste pour prendre de l'argent. C'est tout. Monsieur Ouattara, j'ai toujours dit, mais c'est un homme d'affaires. Vous voyez très bien. Comment vous pouvez expliquer, Monsieur Gbagbo, à son époque, lui, il a 80 milliards, Monsieur Bédié, 25 milliards, et lui, quand il arrive, on est à 300, même pratiquement plus de 400 milliards hein, pour le budget de son propre business. Hein. Ça, c'est vraiment pour se faire plaisir. Hein, parce qu'après, il y a son salaire. Après, il a les maisons à Mougins, ici en France. Il a les maisons dans le 16e arrondissement à Paris, hein, avenue Victor Hugo. Tous, mais c'est de l'argent public, c'est de l'argent de la Côte d'Ivoire, mais il faut passer ça au crible. Mais bien entendu. Vous voyez, donc, il y a tellement de choses qui fait que, quand, franchement, je vois, là, on oblige M. Mamadou Koulibaly à démissionner, mais j'ai dit, mais c'est éminemment politique, et quand ces gens-là vont parler pendant des heures dans des émissions, le côté politique, il y en a quelques-uns, il y en a un ou deux là, qui parlaient de ça, mais on les empêchait même, parce que, justement, il n'est pas question. Tout le reste, ils étaient là, non, c'est le droit, il faut respecter, mais non, mais que M. Ouattara commence lui-même, le premier magistrat du pays, à respecter le droit. Voilà, la Constitution, c'est de ça dont il s'agit. Or, comme ce n'est pas le cas, foutez la paix à M. Mamadou Koulibaly. Vous comprenez hein? C'est incroyable. La discussion aujourd'hui doit porter sur le fait que ceux qui veulent faire de la politique en Côte d'Ivoire, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire là en l'occurrence, c'est est-ce que ces gens-là sont prêts pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire? C'est ça dont il s'agit. Oh là, Bion. Mais Bion, il va faire quoi? Bion, il va faire même pareil que Ouattara, qui... Kakabe, j'en parle même pas. Kakabe, il faut lui demander tous les jours, tu dis, mais il est ministre de la Réconciliation, à quel moment il va commencer à travailler? Donc, on l'a nommé depuis, pour moi, il ne bosse pas. Hein. Donc, voilà l'argent gaspillé. Mais oui, parce que en Côte d'Ivoire, vous avez différents ministères, un peu comme partout dans le monde, je veux dire. Bon, ministre des Sports, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de l'Éducation nationale. Mais Kakabe est ministre de la Réconciliation, mais à quel moment il bosse? Donc, vous voyez, si on veut aller prendre l'argent, mais c'est tellement facile, à commencer d'abord par M. Ouattara lui-même, et puis Mme Nouvian, je vous dis, hein, le budget qu'elle a, cette dame,
hein, qui joue les généreuses comme ça. Je trouvais ça suspect même depuis le début. Hein. Je me suis dit, mais comment... J'ai jamais vu ça avant elle, les femmes de président. Ils donnent... Et après, quand tu creuses un petit peu, hein, pas beaucoup, tu creuses même pas beaucoup, un peu le peu pour creuser, tu comprends. Tu dis, ben oui, elle a pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire, tout l'argent d'Oufoué-Boigny, et bien c'est bien normal que... Ceux qui n'ont rien compris, mais ils font exprès, parce qu'à un moment, on a l'heure d'Internet, donc c'est facile de comprendre, les gars. Il faut juste faire un petit effort de recherche, un petit effort, hein, et puis on a tout, à volonté. Et vous prenez votre temps, vous comprenez? N'importe quoi. Alors, donc pour terminer, budget, voilà, la chancellerie, voilà, je veux dire par là que à travers le monde, la Côte d'Ivoire a des ambassades pratiquement dans tout. Mais là, pareil, moi, un peu dans l'esprit de M. Mamadou Coulibaly, c'est les audits. On va vérifier dans les différentes ambassades de Côte d'Ivoire à travers le monde combien d'argent est dépensé. Et puis, les salles d'attente, hein, les gens, de la merde, là je peux parler de Paris, là, je me fais repérer là. Bon, donc je veux dire, mais franchement, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés, ces gens-là, ils mettent de l'argent plutôt ailleurs, sur leur compte personnel, hein, pour leur vie personnelle, leur train de vie personnel, ils n'utilisent pas l'argent pour l'intérêt général, les choses sont claires. Donc c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il faut débattre, et pas autre chose. Hein, pas autre chose. Ils sont la mauvaise foi qu'ils sont. Quand on dit que M. Mamadou Coulibaly, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui compte. Et là, en apparence, ils vont dire non, il représente rien. Mais pourquoi vous ne lui foutez pas la paix? Il est tranquille dans son petit village là-bas, à Zaguié, à son petit conseil municipal. Hein? Non, c'est parce que ce monsieur, pourvu qu'il y ait de la transparence, pourvu qu'on joue un jeu clair, hein, qu'on respecte les règles, et puis maintenant, le meilleur gagnera réellement. Or là, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation de confiscation du pouvoir et de faire n'importe quoi, la marmaille. Voilà. Un poste de vice-président, en l'occurrence. Depuis la démission de monsieur... comment il s'appelle? J'oublie là. Voilà, j'oublie son nom, excusez-moi. Mais en tout cas, il a été vice-président de monsieur Ouattara. Il a démissionné depuis... Ce poste-là est libre. Est-ce que ça a du sens dans un pays qui se dit démocratique? Au niveau des institutions, du respect? On ne peut pas 24 heures, bon, encore 24 heures, 48 heures, mais pas plus. Ça doit être pourvu depuis. Oh là, non. Et puis on s'en fout. Voilà, donc c'est de la vraie marmaille. C'est tout, mais pas la démocratie. C'est tout, mais... Hein, voilà. Et puis quand les Français ils observent ça, mais je dis, mais ils sont tranquilles, parce qu'ils ont le temps. Hein, parce que, voilà, on en est là. Mais ceux qui ont fait des études, de longues études, et tout ça, vous branlez quoi? À quoi ça servit? À quoi ça sert? C'est juste avoir une petite Mercedes, avoir des petites miettes là, c'est ça? Mais élevez le débat, les gars. C'est-à-dire, faites vraiment de manière à ce que le peuple soit gagnant. C'est de ça dont il s'agit. Et nous, notre démarche, c'est ça. C'est de faire gagner le peuple. Et non pas, moi, dans mon petit coin, j'ai ma petite Mercedes, ou j'ai ma petite BMW, ou j'ai mon petit château, puis ça y est, ça suffit. J'ai mes voyages gratuits pour venir en Europe, aller partout dans le monde, voyager, et puis mon petit yacht, et puis ça y est, la vie est limitée. N'importe quoi. Franchement, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc voilà, hein, je vais finir là, parce que évidemment... je crois que vous avez compris le sentiment qui est le mien en ce qui concerne la démission récente de M. Mamadou Coulibaly, hein, ancien président de la, comment on dit, le Parlement ivoirien. Je suis content pour lui d'ailleurs parce que voilà, heureusement qu'il a pu avoir pendant 10 ans comment on appelle ça, ce poste-là, ce mandat-là. Et puis ceux qui vont dire oui, le fait de démissionner, ça fait que les habitants d'Azagué, non, vous inquiétez pas. Lui se bat pour toute l'Afrique, il se bat pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, par voie de conséquence, il ne se bat pour les gens d'Azagué. Il n'y a qu'à voir les vidéos qu'il a pu faire pendant plusieurs mois, hein, sous les jeudis, voilà, jeudi Coulibaly qui faisait comme ça, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'expérience. Hein. Il prône toujours la transparence, la bonne gouvernance. Et c'est ce qu'on veut, on lui fait payer, là, en permanence. Mais bien entendu. Et puis en plus, je veux dire, qu'est-ce que vous croyez? Mais ce monsieur, il a eu des appels de pied de M. Ouattara depuis 10 ans. Il a toujours refusé. Un exemple, quand on dit par exemple, normalement en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, il a droit à un chauffeur, il a droit à une voiture, il a droit à des cuisiniers, on lui a jamais rien donné, et pour la voiture, il fallait attendre 2015. Donc, le manque à gagner pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qu'on en dit? Et les malhonnêtes là, jamais là, ils reviennent sur cette question. Et même ils empêchent le débat à ce propos-là. Voilà, ils empêchent le débat. Alors que c'est des gens très qualifiés, hein, c'est des diplômés, mais par contre, c'est pas des intellectuels, c'est clair maintenant. Pas des intellectuels. Parce qu'un intellectuel, normalement, il a une démarche pour élever le débat. Or, le diplômé, il est là juste pour son ventre. Voilà. Nourrir sa panse. N'importe quoi. Donc, en réalité, M. Ouattara lui a fait des chantages depuis toujours. À savoir que viens bosser avec moi.
Et puis, ce serait royal pour toi, parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, hein, comme dans tous les pays d'ailleurs, au Sénégal, au Bénin, au Tchad, au Niger, j'allais dire Burkina Faso, allez, tout le monde. Hein, tout le monde est dans tous ceux qui sont dans le CFA, là, voilà, cheval de bataille. Hein. Zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Tout cela, c'est la même chose. Hein, à des très très rares exceptions. Des gens comme Mamadou Koulibaly, par exemple. Et là, on le fait payer ça. Vous voyez? Mais j'espère que les choses vont reprendre leur ordre, c'est-à-dire qu'il va obtenir gain de cause devant les tribunaux quand on sait que la justice n'est pas libre en Côte d'Ivoire. C'est ça la difficulté. Mais bon, il n'a pas le choix, il va y aller. Et puis, moi je retiens ce qu'a dit un des journalistes avec son chapeau que j'aime pas toujours parce que je trouve que, bon, lui il est pro, affiguer ça c'est son droit, mais par contre je trouve qu'ils n'ont pas la rigueur intellectuelle. En tout cas, pas toujours. Mais en tout cas, ce qu'il a dit là que j'ai retenu, c'est quand il dit « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Là, en l'occurrence, c'est vrai. Voilà. Parce que, effectivement, vous ne pouvez pas venir lui demander de lui prendre de l'argent en disant... En fait, on lui demande de renoncer à ce qu'il reçoit comme indemnité en tant que maire. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que veut le gouvernement ivoirien. Et puis comme ça, voilà. Lui, il a dit non, moi je me retire. Hein, je garde mes indemnités en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Et puis maintenant, je vais aller devant le tribunal pour revendiquer mes droits. Et quand tout sera réglé, bon, on reviendra à la charge. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, voilà, il se trouve que les vacances étaient là. Et puis, c'était l'occasion aussi de se reposer parce qu'on en a besoin pour recharger les batteries. Et merci à tous. On ne lâchera rien parce que nous avons raison. Et quand on a raison, j'ai dit, il est hors de question de raser les murs. Il est question de dire les choses, d'élever le débat, de nourrir les esprits hein, pour faire avancer les choses plus que jamais. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.